Après un an de jeu, est-ce que mon avis de départ se confirme? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Je rappelle que la vidéo initiale quant à mon ressenti sur 6 semaines de jeu était plutôt et largement positif. L'engouement naissant est toujours majoré, alors qu'en est-il après une année de ponçage de campagne, de démolition de tours sans fin, de combats acharnés dans l'arène de prestige, bref, de geekage décérébré à boire du coca et avaler de la chips pendant un tapotement sédentaire sur un écran qui fera plus tard naître un diabète prématuré et nécrosera plus encore la sécurité sociale, mais je m'égare. Nous voilà sur Valor Legends. Après une année à se connecter à raison de 5 à 6 jours par semaine, j'ai atteint le niveau 350. Niveau qui fait rentrer le petit Tom l'apprenti sorcier bien au chaud sous les jupons de sa maman. Nous, ce qu'on veut, c'est du Kulka, du Shinobu ou du Tamaki, et pour ça, vous allez être servi. Mais si l'on prend les choses dans l'ordre, la campagne est fidèle à celle d'un idle game, mais néanmoins moins monotone. L'aspect tactique demeure si ce n'est s'intensifie. Le placement reste une démarche principale à assurer et les héros se doivent d'être choisis avec intellect. Sauf quand tu as Shinobu, qui rince le game à lui seul. Le principe de multiboss permet la poursuite d'intérêt à focus des héros en les améliorant, et ça c'est bien vu Century Games. Il s'agit d'être obligé d'avoir 2, 3, 4 teams de 5 héros pour vaincre les doubles, triples, quadruples salles de boss tous les 5 niveaux. Et les héros, on y vient. Merci Century Games d'avoir entendu mon appel de 2022 en ayant ajouté des héros. C'est bien mais peut mieux faire. Encouragement sur ton carnet de correspondance. Ça m'aurait plu d'avoir 20 héros par faction. Alors oui, plus il y a de héros, plus l'équilibrage est risqué, c'est connu. Mais 12 héros dans la faction mort-vivant et 8 dans la faction démon semble maigre. On a tendance à trop souvent retrouver les mêmes compos, les mêmes héros phares. Cependant, leur multitude de compétences, l'arme exclusive de chacun et la difficulté d'obtention des bons équipements et leur nécessaire d'amélioration maintiennent en haleine au long terme, ce qui est un atout cohérent. Mais par pitié, allez, facilitez légèrement l'obtention des Dark and Light. Un an en free-to-play pour seuls 2 démons 11 étoiles, c'est peu. Et la banque me refuse l'emprunt pour que je migre vers du pay-to-win. Alors bon, en somme, on parle de l'ajout de 10 légendaires, 3 light, 2 dark, oh Shinobu, je te love. 3 natures, 1 légion et 1 mort-vivant, ce qui rééquilibre plutôt correctement les factions. N'oublions pas les 2 épiques rajoutés, utiles sans plus, puisque le jeu ne les destine qu'au food. Mais on prend. Les équipements. Après un an, c'est le gros point positif, mais aussi négatif. Je m'explique. La diversité des équipements n'est finalement pas suffisante selon moi. Je reviens sur mes propos de la première vidéo. Chacun attend d'avoir l'équipement adéquat avec la bonne faction, puis va venir l'améliorer. Ceci amène à un copier-coller de chaque perso sans surprise possible, autre que la pénible et longue génération jusqu'à atteindre la faction attendue. Un système de 2 ou 3 équipements possibles, ayant la faction associée pour ouvrir un défi aléatoire et un avantage ou désavantage imperceptible en amont du combat, serait un regain d'attractivité au PvP. Leur génération est adéquate, mais les cristaux de raffinement et plus encore, les cristaux de percée sont bien trop complexes à avoir. De certains diront qu'il faut focus et faire des choix. Je ne suis pas d'accord. L'avancée dans la campagne ou la tour sans fin se fait si bien qu'arriver à triple boss vient vite. Aussi, les améliorer devient rapidement une nécessité et focus 2 persos sur 15 nécessairement n'est pas suffisant. Pour revenir sur les cristaux de percée, chaque équipement peut être percé 5 fois. 5 fois 5 fois. On parle de 20 putains de cristaux par perso à 75 000 badges de guild en boutique magique. En free-to-play, c'est 2 ans de jeu et par perso, j'ai calculé. Pour une team de 15, c'est 30 ans de jeu. Ah mais cool. J'aurai 59 ans quand mes équipements seront maxés. Les reliques. Cet aspect du jeu n'est pas optimisé. Les 4 premières reliques sont plutôt facilement améliorables. En ce qui concerne les 5 autres, c'est un enfer. C'est simple, j'ai quitté Jésus depuis que je me suis un peu attardé sur celle-ci. Conseil, sans guild et assez coriace, oubliez les 5 dernières reliques. 6000 jetons de gloire pour 10 fragments de reliques, c'est du délire. Même avec une guilde correcte comme la mienne. Le terrain. Déjà, le royaume mystérieux est un item du jeu qui relate bien le côté idle game. Chaque jour, tu cliques sur tout piller et on n'en parle plus. Les gains sont ridicules. En gros, tu le fais parce que ça te prend 6 secondes. Vu l'intérêt du truc, ma limite pour ne plus le faire serait 9 secondes. Pour preuve, ça fait 2 mois que je dois défier les nouvelles étapes. Il serait temps que je m'y mette. La tour sans fin reste adaptée au niveau. Les gains sont corrects et la partie beffroi est plutôt intéressante. Ça ajoute du défi avec sa limitation de maximum 2 héros light ou dark et ses défis par faction. L'arène PVP, quant à elle, permet d'obtenir pas mal de récompenses via la boutique. Les niveaux moyennement adaptés, impossible de se hisser en top sans être en pay to win. C'est dommageable mais non handicapant. Le royaume de Comte, en revanche, me paraît plutôt bien. C'est une campagne accessoire qui demande l'amélioration d'équipe. Un défi supplémentaire plutôt bien rodé. Dommage qu'il n'y ait pas plus de chapitres, la plaisanterie est vite pliée en 2.
Le continent. Les boutiques proposent bon nombre de possibilités d'achat utiles, qui s'inscrivent dans une démarche machinale, quotidienne, ou plutôt dans un objectif qu'il soit à court, moyen ou long terme. C'est pour moi une réussite qui s'adapte au niveau du joueur, à son avancée. Toutefois, voir apparaître des fragments de reliques autre part que dans la boutique de guerre serait sympa, même si le système actuel sauvegarde l'intérêt pour tous les aspects du jeu. Effectivement, pour avoir ces fragments, nous sommes obligés d'avoir recours au système de guildes et de participer aux guerres. L'Hôtel des âmes est utile en de rares occasions à niveau plus élevé, mais reste une possibilité bien utile. La fontaine de vie est parfaitement équilibrée, j'ajouterai peut-être un légendaire garanti aussi sur les Light and Dark, mais peut-être pas à 50 tirages, plutôt à 150 ou 200 pour garder un aspect de rareté. Les graines de vie peuvent s'obtenir en free-to-play de manière décente, ça me convient. Ce n'est pas le cas pour le portail de prière, où j'ai dû avoir 20 pièces de prière en un an. Avec un taux d'obtention de 2%, il me faudrait statistiquement 2 ans et demi et 50 pièces de prière pour espérer en avoir un. Les activités tierces. Avoir des activités de saison est une très bonne chose, rien que pour les nouveaux joueurs. Ceux-ci perçoivent dès leur arrivée en jeu un jeu vivant, suivi et actualisé. En revanche, il serait bon de réactualiser ou de diversifier les aventures du royaume. La dernière en date, le vent hurlant, n'est qu'une vaste fumisterie qui te rapporte grosso merdo 10 invoques pour 3 heures au total passées dessus et avec 3 pay to win en tête de gondole dans 90% des cas. En conclusion, je vois encore beaucoup d'axes d'amélioration après un an de jeu, mais beaucoup de positifs aussi. Le jeu sait me tenir en haleine et conforté par ses mises à jour. Je me suis même surpris à devoir contacter le support et à découvrir une relation très saine, très aimable et rapide. Ça relate l'état d'esprit du groupe. Valor Legends reste un très bon clicker game et saura sûrement le rester. C'est tout pour cette analyse et mon avis des 1 an. Je vous souhaite un très bon jeu, une très bonne journée, bye bye.